Disons-nous les choses avec un original Big Bonhomme, monsieur Souleymane Boel. Comment vas-tu, mon frère? Ça va, alhamdoulilah, et toi, Aboubak? Ça va, Ça tout va va bien, bien? mon frère? Tout va bien. Ça fait un Alhamdoulilah, moment donné tranquille. qu'on devait se capter. Ouais, ça fait un peu longtemps qu'on Ouais, devait se ouais, c'est capter. ça, ça fait peut-être un an et Depuis demi. Bibliothèque à Sarcelles. Exactement. Depuis Et qu'on s'est croisés là-bas, quoi. voilà, c'est ça. Et ton discours m'avait interpellé, même tout ton parcours, et Ouais, on va revenir dessus, là, ouais, justement. ça marche. Donc, l'homme fort, tu es né à Trappes, tu as vécu Ouais, dans 78. ouais, Avant, tu étais à Saint-Denis. Voilà, tu es issu de parents français. ouais, Tu as un frère jumeau. ouais, Bilal. Voilà, c'est ça. Et Je vous vous passe le êtes... salam. Voilà, salam à Bilal, salam à toi, mon frère. Vous êtes reconverti à l'islam en 99. Ouais, Tu es père de 2 enfants. Ta belle famille est sénégalaise. ouais. Dis-nous tout, dis-moi plus. Bah, écoute, je suis né le 20 en 76. Mhm. J'ai eu une enfance un petit peu, on va dire, je manquerai de rien, alhamdoulilah. Mes parents ils m'ont toujours donné, on va dire, plus ou moins, on va dire, ce que j'avais besoin. Mhm. Après, je me suis un petit peu perdu dans plusieurs choses. Et du coup, par le biais du temps, j'ai commencé par le tissu associatif parce Mhm. que il n'y a pas grand-chose en fait pour les jeunes de quartier. Mhm. Et donc, à un moment, j'habitais à Dreux. Il n'y avait pas beaucoup de choses au niveau associatif. Donc, j'ai fait une association en fait qui s'appelait Bled Fondation avec un ami à moi. Et donc, du coup, l'idée, c'était de faire des collectes de fournitures scolaires pour les envoyer dans différents pays pour un petit peu pallier au manque qu'il pouvait y avoir. Au-delà, après cela, en fait, j'ai décidé en fait de partir dans le documentaire. L'idée, en fait, c'était que vers les années 99, je suis parti en fait la première fois en Afrique. Je suis parti au Tchad et je suis parti à Bangui. Et en fait, ça a été un peu l'élément déclencheur de tout ce que je suis d'aujourd'hui. En fait, quand je suis arrivé à Bangui, je suis arrivé dans un quartier, en fait, j'étais pas à l'hôtel, j'étais dans un quartier populaire, en Mhm. fait. J'étais parti voir des amis Bangui en en Centrafrique. République centrafricaine, ouais. Mhm, c'est ça. C'est au milieu de l'Afrique, en fait. Mhm, c'est ça. Et du coup, je vois quoi? Je vois, en fait, plein de militaires français. Des tanks et tout. Mais je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils font là? Enfin, en fait, ça m'a interrogé. Je me suis Uh-huh. dit, mais que viennent-ils faire? Uh-huh. Tu vois, en fait, j'ai bugué. Tu vois, Uh-huh. je me suis dit, mais. Et là, en fait, à partir de là, je me suis intéressé en fait à la géopolitique, à Mhm. plusieurs choses, parce que je me suis dit, ah, c'est un truc de fou quand même. Le fait, les ingérences qu'il peut y avoir sur les Exactement. politiques africaines. Donc après, j'ai commencé à m'intéresser. Bon, après, avant cela, enfin, je suis dans une époque où le rap, il était beaucoup plus militant Mhm. que maintenant. Donc, Donc, par le biais de groupes comme Ministère Hammer, j'avais pu découvrir en fait France Fanon. mhm. Parce que des fois, j'écoutais en fait des interviews de Kenzie Ouais, ouais, et qui citait beaucoup en fait France Fanon. Mhm. Et j'ai dit non, mais en fait, quand il parle, ça me parle. Mhm. Donc, je vais aller voir ses ouvrages. Donc après, je suis parti voir les ouvrages, hein, les classiques. Damnée de la Terre, Peau noire et masque blanc. Enfin, les classiques Des des classiques classiques. des classiques. Et je Mhm. me suis dit, bah, la force des mots, c'est fort en fait. Mhm. Parce que même lui, il partage pas en fait, mais ils ont reconnu en fait son art au niveau de l'écriture. Et France Fanon, en fait, c'est quelqu'un C'est du haut niveau, du haut niveau, quoi. c'est clair. Du haut niveau. Mhm. Donc j'ai pris en fait tout de suite ces références-là en fait au niveau de la Mhm. littérature. Parce que voilà, déjà moi un livre, ça me révulsait. Ça veut dire que je n'étais pas intéressé par Mhm. les livres. En fait, j'en suis venu à la littérature parce que en fait, j'avais pas les moyens de réaliser en fait les histoires que je voulais faire en film. Ok, Donc je me d'accord. suis dit, faire exploser 20 voitures avec de l'encre, c'est possible. Mais après, faire, par exemple, je sais pas, tu vois, faire un film avec autorisation de tournage et une caméra, même ça, on n'avait pas, tu vois. Mhm. Donc c'était pas possible. Mhm. Donc je me suis dit, ouais, je vais faire des histoires qui me parlent, qui racontent un message avec beaucoup d'émotion. Et à partir de là, bah, c'est parti. Bah, du coup, voilà, tu viens de le dire, tu as basculé dans le monde de enfin, la littérature Ouais,
après un long passé dans le milieu associatif, tu vois. Ouais, ouais, En 98, tu as formé un mouvement de lutte contre le ouais, ouais. néocolonialisme, le mandat d'arrêt pour dénoncer l'abus des Ouais, multinationales en exactement, Afrique. c'est ça. Ça veut Mhm, dire que le principe en fait de ce mouvement de lutte anti-néocoloniale, mhm, c'était en fait d'aller sur les grosses structures comme Bolloré, Areva, enfin toutes ces actionnaires en fait qui sont connus pour voilà pour spolier le continent africain. Donc l'idée en fait c'était de prendre en fait des artistes, des sportifs et des écrivains pour les conscientiser et prendre, on va dire ces personnes-là devant des monuments qui sont qui représentent en fait des symboles de l'impérialisme. mhm. Le premier qu'on avait fait, c'était à l'époque, c'était Kémy Séba devant l'Assemblée nationale. Donc du coup, tout de suite, hein, ben, la police nous a arrêtés quoi, Mhm. tout de suite après quoi, pour savoir qui on était, ce qu'on faisait. Nous, ce qu'on voulait, notre démarche, c'était le fait de dire que il est anormal que, en fait, le néocolonialisme continue et tue aujourd'hui autant de personnes. Et donc, à notre niveau, on était parti dans un documentaire. Et l'idée de base, c'était de faire quoi? C'était de prendre des militants et de prendre, on va dire, des patrons de firmes et les mettre face à leur réalité. Mhm. Donc, il y avait Anne Lauvergeon, on était parti à la Défense. On lui avait demandé des explications par rapport à la pollution au niveau du Niger, parce qu'il ne faut pas oublier que ben, l'électricité, c'est l'uranium du Niger. Hein. Mhm. Là, voilà, on est éclairé dans le studio, mais c'est par rapport à l'uranium du Niger. Hein. En effet. C'est vrai Donc, que les sociétés occidentales comment dire, ne sont riches que par le biais des ressources exactement. naturelles qui se trouvent ailleurs. Exactement. Mhm. Et donc, par rapport à cela, j'ai trouvé qu'en fait, il était important que tout cela cesse par rapport Mhm. à cet abus, on Ouais. va dire, économique. Parce que, on va dire, on en parlait hors caméra concernant ben, le monde du cinéma. Comme le frère il disait, par exemple, que quand quelqu'un il vient pour louer un appartement pour tourner un film, il va donner 5 000 euros. Et quand il vient, par exemple, dans une cité dortoir, il va demander juste une autorisation de tournage à la mairie. Mhm. Donc c'est pas... En effet. En 2016, tu sors ton premier moyen métrage à caractère préventif. Ouais, Une chute stupéfiante. ouais. Ré- Avant ça, Voilà, en fait, dis-moi, avant ça. ce que j'ai fait, c'est que Dis-moi. en 2014, pour le fil conducteur, Mhm. c'est que j'ai sorti en fait un premier livre qui s'appelait Hacker from Africa. En gros, en fait, ça raconte en fait, j'étais aussi scandalisé par la pollution qu'il pouvait y avoir au delta du Niger. Mhm. Et donc, en fait, j'avais vu un reportage sur les hackers. Et de là, en fait, m'est venu un concept d'histoire. En Mhm. fait, c'est l'histoire en fait, d'un hacker en fait, qui il perd sa mère donc, et qui décide, en fait, par rapport à cela, de récupérer une partie de l'économie de son continent Mhm. via le hacking de beaucoup de multinationales. Et donc, j'en ai fait un roman assez dense, avec beaucoup de rythme. Et après, ben, j'ai pris le virus, en fait. Mhm. Mais à la base, moi, je suis quelqu'un qui a été déscolarisé très vite. Donc, Mhm. ça veut dire qu'il y avait beaucoup de fautes dans mes livres. Donc, à l'époque, il y avait une écrivaine à Aulnay-sous-Bois, Dali. Et donc, je lui disais, tu penses que Dali, je pourrais le faire enfin, écrire un livre et tout, c'est pas trop chaud. Et du coup, c'était. Enfin, tu vois, j'émettais certaines réserves. Mhm. Mais après, bon, du coup, à force d'écrire, ben, les fautes, elles ont diminué, quoi, en fait. Mais du coup, des ouvrages, t'en as sorti 13. Ouais, 13 tout au long du temps. Et ouais. 13 en combien de temps, en fait? Ah, moi, je suis très prolifique, en fait. Mhm. J'ai une imagination très fertile. Ça veut Mhm. dire que, en fait, dans le rap, il y a le sampling. Mhm. Et moi, tout ce que je peux voir, en fait, mon cerveau, c'est une éponge à événements. Ça veut Mhm. dire que dès que je vois une dinguerie, ben, je la garde dans la tête. Et après, je la séquence vis-à-vis d'une histoire. Mhm. Et donc, du coup, cela explique cela. Après, il y a tellement de thèmes à défendre, parce que quand on prend les ouvrages que j'ai sortis, les thèmes sont... je parle de la colonisation au niveau de la Palestine. Mhm. Je parlais aussi également du système ségrégationniste américain.
Enfin, il y a différentes, mais toujours sous forme de suspense parce que j'aime les thrillers psychologiques parce que, je sais pas, c'est quelque chose qui. Pour moi, c'est des trucs aussi que j'aime bien, comme les films, tu sais, comme Seven, ou des trucs comme ça où Oui, oui. ça te prend au niveau de ça, quoi. Du coup, ton dernier ouvrage, L'ombre de la violence, le Ouais, souffre d'un tueur uniforme. Je le montre à la caméra pour que les gens voient bien. ouais. Et aille se le procurer. Ouais, il est paru aux éditions Eddy Livre. Mhm. Donc aussi, pour les gens qui veulent se le procurer, ben, ils peuvent aller dans n'importe quelle librairie Mhm. pour le commander ou alors sur le site de la Fnac.com en fait. Mhm. Et fais-nous un petit synopsis de Bah, cet ouvrage-là. en fait, pour résumer en fait Voilà, un résumé, je veux dire. le résumé de l'ouvrage, Mhm. c'est en fait quelqu'un en fait qui rejoint en fait la police Mhm. par rapport au fait que sa sœur en fait est morte en fait d'une overdose. Donc en fait, il décide de rejoindre la brigade des stupes en fait. Mais du coup en fait, il est confronté à un collègue qui n'applique pas vraiment les codes déontologiques de la police quoi en fait que Mhm. comme il devrait l'appliquer en fait. Et du coup en fait, c'est un roman sur un duel d'influence pour dénoncer le racisme qu'il peut y avoir dans la police. Mhm. Donc en fait, l'ouvrage commence par un grand nombre une chronologie, parce que pour cet ouvrage, j'ai trouvé que j'avais demandé à Amel Bentounsi de faire une petite citation, en fait, c'était symbolique, Mhm. étant donné que bah, elle peut vraiment parler en fait de ce que c'est de perdre un membre de sa famille par un membre de force de l'ordre. Donc du coup, je l'avais sollicité pour savoir si elle pouvait euh, en préface mettre une petite citation, et du coup elle avait répondu présente à l'appel, et d'ailleurs je lui en remercie. Et Mhm. pour la bande annonce d'ailleurs, on avait travaillé avec sa collègue Nadia et mon acolyte Mohamed Wadah pour du coup faire un petit teaser en fait pour sortir la sortie de l'ouvrage L'ombre de la violence. Mais du coup, tu es issu des quartiers, Ouais. tu as un vécu de quartier, voilà, tu es ouvert au monde aussi. Parce que. Pour moi, en fait, je me considère vraiment comme citoyen du monde. Mhm. C'est-à-dire que moi, mes deux parents, ils sont français, mais je pense que c'est une richesse de pouvoir à vivre un pluralisme. Parce Mhm. que je pense que si j'aurais grandi dans, je sais pas, loin, on va dire, de différentes civilisations, et Mhm. ben, je pense qu'il y a plein de trucs que je connaîtrais pas. Mhm. Je connaisserais pas Supu Kanja, je connaisserais pas Mafi, je connaisserais pas Saka Saka, je connaisserais pas tout ça, tu Le vois. Domoda aussi. Ouais, voilà, je connais le Tchakri, je connaisserais pas tout ça, tu vois. Mhm. Alors que ça, c'est des richesses Mhm. culinaires et puis même intellectuelles, enfin plein de Mhm. choses. Et puis après aussi, enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est que Mhm. c'est pas faire un déni de ce qu'on est, tu vois, de ses origines, mais disons-nous les choses. Mhm. Tu vois ce que je veux dire, Ah, ben, disons-nous les choses c'est-à-dire aujourd'hui. que en fait, tu vois, la vie est faite de choix. Ça veut dire que tu prends ce qui est bon ou ce qui te Mhm. semble bon, tu vois. Mhm. C'est aussi simple que ça, tu vois. Donc toi, en tant que Français blanc Ouais. des quartiers, Mm. tu t'es enrichi de toutes ces cultures. Exactement, exactement. Ça Mhm. veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un plus, c'est une Mhm. force de mixité. Tu Sans vois. pour cela, comme tu le dis, parce que c'est important ce que tu dis, sans pour ça renier ce que tu es. Tu vois. Bah non, Mhm. on peut pas faire un déni identitaire. Mais Mhm. ce que je veux dire par là, c'est que chacun a son identité. Il faut savoir d'où on vient. Mhm. Mais par contre, ce qui est bon aussi de savoir, c'est là aussi où se trouvent aussi certaines choses qui font de nous une personne meilleure, ou là on va s'épanouir en fait, tout simplement. Mhm. Mais du coup, par le biais de ton activité littéraire, on va dire. Ouais. Voilà, comme je disais, parce qu'en fait, tu es issu des quartiers. Et dire voilà. Et étant issu des quartiers, est-ce que maintenant tu as suscité des vocations dans ton entourage? Parce que malheureusement, dans les quartiers, il y a beaucoup de gens qui lisent. Tu vois, Ouais. contrairement à ce qu'on pourrait croire. Il y a beaucoup de gens Bah, qui lisent, mais c'est pas forcément la notion qui est mise en avant. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ne lisent pas, comme ailleurs en France. Tu vois. Mais est-ce que tu as suscité cette vocation de écrire des livres ou même en lire? après, au niveau de
au jour d'aujourd'hui, c'est difficile en fait d'intéresser des jeunes à la lecture. C'est pour ça que je salue des associations comme Bibliothèse qui justement, parce que nous aussi, à notre époque, on n'avait peut-être pas aussi eu les bons livres. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'à partir du moment où un livre, c'est un peu comme un film, c'est que dès les premières pages, si c'est pas efficace, on va zapper. On va dire non, franchement, c'est réverbatif. Donc en fait, il faut avoir aussi l'art de susciter le lecteur et de stimuler son envie de terminer l'histoire jusqu'à la dernière page. Ou alors un sujet, comment on l'aborde. Mais si je l'aborde de manière réverbative, du coup, je vais dire ah, ça passe pas. Tu dis pas que c'est juste une question d'éducation en fait. C'est-à-dire que au lieu de laisser nos enfants devant la PS4 et devant Mario avec la, je sais plus comment ça s'appelle, la nouvelle Nintendo là, tu vois. Ouais. Ben carrément rendre le livre ludique comme il est en vérité, tu vois. C'est-à-dire mettre nos enfants devant des livres Ouais, qui kifferaient autant que jouer à la console. Ça, ouais. Parce que du coup, en fait, je pense que le danger en fait du multimédia, c'est quoi? C'est de s'isoler à l'intérieur d'une propre famille. C'est comme je disais hors caméra, c'est que tu as des gens qui ont plus regardé leur téléphone que porter un regard à leur mère. C'est-à-dire qu'ils regardent, la mère, elle parle au fils ou à la fille, et ils sont constamment en train de snapper ou d'envoyer des textos. Et du coup, en fait, ça crée, en fait. Alors qu'à la base, le téléphone, c'est fait pour rapprocher les gens. Et du coup, on a l'impression que ça les éloigne, en fait, paradoxalement. Tu te dis pas que la démarche que tu as, tu Oui. te dis pas que beaucoup devraient l'avoir dans la mesure où on est tous uniques et exceptionnels, donc on a tous des histoires à raconter. Et qu'en vérité, en vérité, que la plupart des gens, enfin tout le monde, est un livre vivant et marchand. Est-ce que tout le monde ne devrait pas sortir des livres aujourd'hui, ne serait-ce que pour raconter son parcours? Je pense qu'il y a des gens, ouais, effectivement, qui ont vraiment, on va dire, des histoires à raconter. Maintenant, c'est pas tout le monde qui a l'aptitude de mettre des mots sur des situations de vie. C'est-à-dire que des fois, j'aide beaucoup de personnes en fait dans leur démarche littéraire parce que je milite par rapport à ça. Ça veut dire que j'ai pas de problème à aider, ou même si quelqu'un là je travaille avec des gens, ils sont du Togo, avec WhatsApp ça glisse tout seul. Il n'y a pas besoin de, enfin les cartes c'est fini. Donc du coup je veux dire après il y a des gens, ils ont commencé, mais après ils savent pas comment on va dire les dialogues ou certaines choses, mais tout ça se travaille. Mais il faut jamais lâcher l'affaire en fait. Mais tu te dis pas que tu te dis pas comme tu fais aujourd'hui, hein, tu vois, mais te lancer dans une mission officielle, c'est-à-dire écrire les histoires des gens, notamment celles des anciens qui sont amenés logiquement à partir. Ouais, franchement, nos parents qui sont. Non, franchement, c'est. Que nos parents qui soient français blancs ou qu'ils soient du bled, d'Afrique ou d'ailleurs. Ouais. Parce qu'ils ont des histoires de super-héros. Franchement, il y a des. Je parle avec. Des fois, je parle avec des papas dans le bus et tout. Ils me racontent en fait leurs aventures. Leurs mésaventures, leurs péripéties. Et franchement, j'ai pas vu ça en fait dans les films. C'est-à-dire qu'en fait, on va dire que ce soit au niveau même des punchlines qu'on peut entendre, exactement, ou que en fait même des punchlines de darons qui peuvent lâcher à leurs enfants. Même ça, tu vois, c'est que on s'en inspire, mais on n'a pas fait plus fort. Tu vois ce que je veux dire, tu vois ce que je veux dire, c'est le daron, il est là, il dit rien et il te lâche une punchline comme ça, tu dis. En fait, il parle quand il faut parler, c'est tout. Exactement. Ouais. Et tu dis pas qu'à un moment donné, tout ça, il faudrait l'éclairer. C'est-à-dire que, en vrai, on est là en train de plébisciter les Marvel, DC Comics. Ça ne parle pas trop, moi, Marvel, en fait. Mais en fait, les super-héros sont à notre portée. C'est nos parents. C'est exactement. Nos parents à tous. Tu vas au foyer de Pantin, ils sont là. Au foyer de Saint-Denis, ils sont là, les héros. Tu vois. Ah, mais c'est ça. C'est eux, tu vois. C'est eux. En fait, tu restes dans une chambre avec un daron. Tu prends un repas avec lui, il te parle, il te raconte sa vie. Il a un vrai vécu. Il a un vrai vécu. Moi, je te parle même de parents de tout milieu. Pas forcément du milieu populaire. C'est-à-dire même le daron qui vient d'Auvergne, qui est là, qui est dans son village. Bien sûr. Parce que lui, ils ont des aventures. Lui en fait, il ne comprend pas en fait, que ça soit la désinformation des médias, que ça soit en fait, il pense qu'à Paris, en fait, voilà, toutes les 5 minutes, on se tire dessus. Alors que ce n'est pas du tout comme ça. Parle-nous de ton moyen métrage. Belle parole. Voilà, c'est ça. En fait, Belle Parole, en fait, c'est réalisé par Mohamed Wadah, qui est un acteur en fait de Vitry-sur-Seine. À la base, en fait, il a tenu à me présenter en fait un jeune en fait qui est né avec un handicap.
Son handicap, en fait, c'est un trouble de l'addiction. Mhm. Il a un trouble de l'addiction, c'est-à-dire que dès sa naissance, en fait, il a eu un accident au niveau de naissance qui l'empêche en fait d'avoir une diction correcte Mhm. et de se faire comprendre normalement. Mhm. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai rencontré la mère de Mathilde pour justement échanger avec elle, pour savoir quel était son point de vue, son regard par rapport Mhm. à ça. Et c'est quelqu'un qui a un vrai talent. Et pour te donner une anecdote en fait de ce qui s'est passé par rapport à ce court métrage, parce que les handicapés aussi il y a beaucoup de préjugés en fait sur eux. Mhm. Et en fait, les gens, leur handicap, de par leur handicap, en fait, ils décuplent une force, mais Mhm. dans d'autres domaines. Et Mathilde, c'est quelqu'un de très cérébral. C'est-à-dire que c'est quelqu'un en fait qui réfléchit, on va dire, comme 10 cerveaux. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui anticipe tout, en fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que avec l'accord de sa mère, donc on a coécrit une histoire. Et au début, en fait, pour l'anecdote, c'est que au début, j'avais du mal à le comprendre. Donc à chaque fois, je lui disais ouais, 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 t'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Mais je le comprenais pas tout le temps. Mais après, il m'a dit arrête, Souleymane, arrête de faire style que tu me comprends. Disons-nous les choses. Tu vois ce que je veux dire? Il nous a dit, tu sais, il m'a punchliné, il m'a dit arrête de faire style que tu comprends pas. Ouais. Et t'as vu, genre quand tu m'as dit ça, je lui ai dit ouais, t'as vu, je vais être honnête, des fois je te comprends pas et tout. Mhm. Et en fait, cette histoire-là, depuis que je le connais, ça fait 1 an et 2 mois, et ben en fait, il a décuplé mon ouïe. C'est-à-dire que j'ai une ouïe beaucoup plus active maintenant. C'est-à-dire Mhm. que, en fait, cette aventure humaine a fait que, au jour d'aujourd'hui, j'écoute, mais différemment les gens, en fait. Mhm. Donc, il y a beaucoup de... Mais moi, je te confirme ce que tu me racontes par rapport au fait que les personnes non valides, comme on dirait, Mm. ont décuplé des forces. Parce que moi-même, j'ai été à un moment donné de ma vie non valide, mais voilà, j'ai eu une opération de la hanche Ouais, bah en ouais. 95. Donc pendant 6 mois, 1 an, voilà, 6-7 mois, j'ai pas marché. Tu vois. Donc je me suis retrouvé à Saint-Fargeau-Ponthierry, au centre Hélène Poidatz. D'accord. Et, voilà, et là, j'ai côtoyé le monde des non-valides, même si je n'aime pas dire ça. Toi, côtoyer le monde des non-valides, ça fait un peu bizarre. Mais quoi Ouais. qu'il en soit, j'avais aucun a priori déjà de base, mais j'ai vu des gens enfin des gens, des amis, des frères, tu vois, aujourd'hui même avec qui je suis encore en contact, que j'ai retrouvé sur Facebook, tu vois. Ouais. Et voilà, moi, il y a un des mecs qui s'appelait Azem, il venait de Bosnie. Il s'était Ouais. pris une balle dans le dos et il était devenu handicapé par Ouais. rapport à la guerre. Ouais. Le gars me faisait écouter du Mary J. Blige, normal. Il me fait écoute Mary J. Blige, regarde, elle est trop forte. Toi, il était là avec son accent bosniaque, tu vois. Et j'étais là, j'avais une équipe. J'étais là, moi, j'avais un espèce de, comment dire, un lit roulant avec mes jambes qui étaient attachées parce que voilà, mes cols du fémur étaient déplacés. Ouais. Et j'avais une équipe avec des fauteuils roulants, d'autres frères. On était là, on marchait en équipe comme ça, là, tu vois. Et voilà, je me suis rendu compte même voilà, de manière naturelle que mais tout, ils fonctionnent comme nous, normal, tu vois. Et, Ouais, bah bien sûr. en fait, je dirais qu'il n'y a même pas forcément des. Enfin, il y a des gens qui ont les a priori, mais en fait, c'est un monde invisible. Parce que tu as vu, nous, les valides, on agit et puis beaucoup ne calculent pas, en fait. Tu vois. Mais justement, par rapport à ce projet, il faut aussi souligner que à la base, en fait, ce jeune, en fait, il avait commencé un projet artistique avec Zesso. En fait, c'est Zesso qui lui a donné en fait qui l'a accompagné justement parce que l'idée en fait c'est que là il travaille sur son album qui va s'appeler Dealer de ma part parce que lui il peut pas vraiment faire en sorte de le dire ou à sa manière plus ou moins. Et donc, du coup, il a commencé à aller à écrire en fait pour différents artistes, notamment pour Lek, pour Faf Larage, enfin différents artistes, comme aussi Mike Lucas, aussi de Vitry, qui a fait aussi un son pour son court-métrage. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que par rapport à ça, c'est que même des gens, en fait, ils m'ont posé la question quand je leur ai fait écouter le son de Zesso, Belle Parole. Ben, ils m'ont dit c'est vraiment lui qui l'a écrit. Je dis, ouais, c'est vraiment lui qui l'a écrit. Et du coup, ce film-là, avec le réalisateur, on a décidé de l'appeler Belle Parole. Pourquoi? Parce que les gens lui faisaient que des belles paroles. Ils lui promettaient en fait la lune, tu vois. Ils disaient ouais, t'inquiète Mathilde, t'inquiète. Et du coup, c'était évident pour nous. On s'est dit ouais, on va l'appeler Belle Parole parce que il écrit des belles paroles, mais les gens en fait lui font aussi des belles paroles. C'est ça. En tout cas, un grand big up à Zesso. Ouais, grand big up à lui. Voilà, qui Il connaît passe bien. le salam et tout. C'est ça, qui connaît bien mon petit frère, Fodé. Ok. Il m'a vu ici, là, en Salam concert. alaikum, Zesso. Voilà, c'est ça. L'homme fort, on va terminer notre entretien. Mais, Ouais, bah, ça fait un plaisir. Mais attends, dis-nous quel message tu veux transmettre, parce que c'est important. Ta présence, elle était importante aujourd'hui. Attends,
avant de répondre. Ta présence est importante dans la mesure où tu écris des livres, Ouais. et tu incites à lire, et tu incites à écrire, et tu écris les histoires des gens. Quel message tu as à transmettre à ceux qui sont aujourd'hui, pas mal de gens, qui sont pas très réceptifs à la littérature? Quel message tu as à leur transmettre? Moi, je leur dirais que c'est important pour faire évoluer certaines choses parce que on peut se rendre compte que c'est comme déjà, on va dire, les écrits, c'est quand même un héritage. Ça veut dire que moi, il y a des gens, je ne les connaissais même pas et ils ont cherché à me connaître parce qu'ils avaient lu un de mes livres. Donc, ça veut dire que, en fait, on n'a pas l'habitude de nous donner la parole. Comme on l'a expliqué, moi, j'ai sorti plusieurs ouvrages, mais on ne m'invite pas beaucoup parce que j'ai un franc-parler qui, des fois, en fait, ils n'aiment pas trop qu'on se dise les choses, tu vois. C'est pour ça que j'ai adhéré en fait, à ton concept parce que c'est sans langue de bois, tu vois. Mais du coup, plus sérieusement, non, je leur dirais d'être autodéterminés par rapport à leur projet, de ne pas abandonner, mais que au moins, moi en tout cas, la littérature, elle m'a permis de corriger beaucoup de choses. Je terminerai par on n'a pas l'habitude de nous donner la parole, donc écrivons-la. Exactement, très, très, très justement dit. L'homme fort, je te remercie. Ouais, c'est moi qui te remercie. On se voit une très prochaine fois. Très, très prochainement, Aboubakr. Vas-y mon frère. Merci. Salam, ciao. Lourdax.